À 2h30 du matin, Ouagadougou s'est éteinte d'un seul coup, comme si quelqu'un avait tiré le câble de la capitale. 30 secondes plus tard, une explosion parfaitement calée sur la coupure révélait qu'aucun de ces deux gestes n'était un accident. Pour un citoyen, que signifie une nuit où l'électricité disparaît et où Ibrahim Traoré devient la cible d'armes visibles et invisibles à la fois? Dans ce noir inhabituel, chaque lueur au loin ressemblait moins à un simple tir qu'au signal discret d'une guerre nouvelle, tapie dans les réseaux. L'attaque de cette nuit-là ne se résume pas à un épisode spectaculaire. Elle ouvre un chantier beaucoup plus vaste, où chaque faille technique devient une menace stratégique pour l'ensemble du pays. Ce récit vise à éclairer un enjeu essentiel, comprendre comment une opération hybride peut redéfinir la sécurité nationale, et pourquoi cette compréhension conditionne directement la souveraineté du Burkina Faso. À mesure que les premières données surgissent, coupures orchestrées, communication neutralisée, infiltration préalable, une question devient inévitable. Si l'attaque a été pensée sur plusieurs couches, que reste-t-il réellement sous contrôle des autorités? Les témoins, les analystes et les ingénieurs convergent vers un même constat. Le danger ne vient pas seulement des armes, mais de la manière dont information et perception peuvent être manipulées en même temps que le terrain. Et c'est précisément ici que se joue le cœur du problème. La ligne entre stabilité et basculement se déplace désormais au rythme du réseau, et elle peut s'effondrer en quelques minutes si personne n'anticipe les signaux faibles. La première révélation tombe dès l'examen chronologique. En moins de 5 minutes, l'attaque avait neutralisé l'électricité, les communications et une partie des systèmes militaires, preuve qu'elle n'était pas improvisée. La seconde est plus dérangeante encore. Les serveurs gouvernementaux montrent des traces d'infiltration antérieures à l'explosion, ce qui signifie que les assaillants observaient le pays bien avant d'agir. Ces deux constats obligent à relire la nuit du 14 août sous un autre angle. À 2h30, la capitale s'éteint. 30 secondes plus tard, l'explosion frappe le quartier présidentiel et dans les 5 minutes suivantes, une paralysie simultanée s'empare des réseaux civils et militaires. À ce stade, il ne s'agit plus d'un simple attentat, mais d'une opération hybride où les phases numériques et physiques s'imbriquent comme les pièces d'un engrenage. Les véhicules sans plaques, la précision des brouillages, les communications brouillées, rien n'indique une action locale déstructurée, mais plutôt une attaque méthodiquement calibrée. Dans le centre de commandement, Ibrahim Traoré suit les flux fragmentés d'un réseau qui se disloque sous ses yeux. Les unités se replient à l'aveugle, certaines disparaissent momentanément du dispositif, et les premiers signaux techniques confirment ce que redoutaient les analystes. Le piratage précède l'assaut. Le lien entre réseau et terrain n'est plus une supposition, mais la clé de lecture du chaos. Les ingénieurs mobilisés découvrent ensuite des fragments de code associés à des programmes utilisés dans d'autres zones de conflit. Cette piste ne suffit pas pour désigner formellement un auteur, mais elle indique un niveau de préparation rare dans la région. Autour d'Ouagadougou, la panique cède rapidement la place à la méfiance. Les habitants parlent de drones, de signaux étranges, de mouvements inexpliqués pendant la coupure. Mini-révélation après mini-révélation, la cohérence apparaît. Le Burkina Faso n'a pas été frappé pour être déstabilisé à un instant T, mais pour tester l'élasticité de son état, couche après couche, du courant électrique jusqu'à la perception publique. Au lendemain immédiat de l'attaque, une équipe réduite d'ingénieurs de l'armée est convoquée dans un bunker et enterré sous le ministère de la Défense. Parmi eux, figure le capitaine Sawadogo, spécialiste en cybersécurité, chargé de reconstituer chaque seconde de la chronologie numérique. Son rôle devient rapidement central, cartographier l'intrusion, comprendre comment les assaillants ont franchi les premières barrières et identifier les signatures techniques laissées sur les serveurs. Le premier case se joue autour d'un détail minuscule, une suite d'adresses IP découvertes dans les journaux réseaux. Individuellement insignifiantes, elles se révèlent, une fois croisées, liées à des infrastructures situées hors du continent. Ce constat change l'hypothèse de départ. Il ne s'agit plus d'un incident interne, mais d'une opération connectée à des réseaux transnationaux maîtrisant l'ingénierie du brouillage et de la synchronisation. Le second case provient des rues de Ouagadougou.
À plusieurs carrefours, des habitants décrivent la présence de véhicules sans plaque avant même l'explosion. Ces témoignages, d'abord considérés comme imprécis, gagnent en crédibilité lorsque les images de quelques caméras encore actives confirment des mouvements anormaux juste avant la coupure. La ville entière devient alors un espace d'observation où chaque trace visible doit être confrontée aux données récupérées dans les serveurs. Ces débuts d'enquête révèlent un point essentiel. Les assaillants ont joué sur 2 scènes en simultané, testant la résistance des systèmes autant que celle du terrain. Dans une crise hybride, chaque seconde pèse autant qu'un choix stratégique. Avant l'explosion, tout commence par une coupure nette. Le réseau électrique tombe comme si un interrupteur national avait cédé. Après cette rupture, la ville entière bascule en un instant, révélant une vulnérabilité que personne n'imaginait aussi totale. Ces 2 temps, avant la coupure et après l'explosion, structurent le fil de l'attaque. Trigger, le basculement initial. À 2h30, la capitale plonge dans le noir. Les caméras cessent d'enregistrer, les téléphones perdent leur signal et les premiers générateurs mettent plusieurs secondes à répondre. Cette obscurité forcée crée un terrain idéal. Personne ne voit venir ce qui se prépare. Les assaillants disposent alors d'un corridor temporel d'une précision extrême. Des véhicules sans plaques circulent déjà aux intersections, phares éteints, profitant de la confusion totale pour atteindre les zones sensibles. Les forces de sécurité, privées de réseau, réagissent trop lentement. Ce premier choc se déroule en silence. Il ouvre la voie à tout ce qui va suivre. 30 secondes après la coupure, la détonation frappe le quartier présidentiel. Les brouilleurs neutralisent les drones, les radios deviennent muettes et plusieurs unités militaires perdent leur coordination. L'ensemble ressemble à une chorégraphie hostile. Chaque mouvement des assaillants correspond à une brèche créée quelques secondes plus tôt dans les systèmes. Dans le centre de commandement, Ibrahim Traoré observe l'effondrement progressif des communications sur un écran isolé alimenté par une source indépendante. Ses équipes l'informent par fragments. Certaines sections ne répondent plus du tout. Il ordonne le confinement militaire autour du palais et mobilise la garde présidentielle. Le protocole d'urgence se déclenche en 10 minutes. Les témoins décrivent des tirs venus de nulle part, des silhouettes coordonnées et surtout une rapidité inhabituelle. Le périmètre défensif cède par zone. Tout indique un entraînement avancé, bien au-delà des capacités d'une cellule locale désorganisée. Quand les assaillants se replient, ils laissent derrière eux des véhicules brûlés et du matériel cryptographique dont la complexité surprend les analystes. Ce sont les premiers indices concrets liant cette opération à des réseaux extérieurs. Aftershock, les ondes du chaos. À l'aube, le gouvernement annonce une stabilisation apparente, mais la ville reste suspendue entre vérité et rumeur. Les habitants affirment avoir vu des drones inconnus avant l'explosion. D'autres parlent de transmission radio dans une langue étrangère. Ces éléments, d'abord relégués au rang de bruit de crise, deviennent rapidement des pièces clés de l'enquête. Les services de renseignement commencent à cartographier les signaux numériques repérés pendant la nuit. Plusieurs pistes mènent vers des serveurs situés hors du continent. Le ministère ordonne immédiatement la fermeture de l'espace aérien et un contrôle total des communications. Sur les réseaux sociaux, les premières vidéos truquées apparaissent avant même que les autorités ne s'expriment. La guerre de perception se déploie aussi vite que l'attaque physique. Les chaînes étrangères évoquent un coup d'état potentiel, amplifiant la confusion. Dans ce climat instable, les équipes techniques découvrent une importante anomalie. Les schémas utilisés dans les dispositifs laissés sur place correspondent à ceux de programmes occidentaux spécialisés dans la guerre électronique. Si cette information ne désigne pas un auteur unique, elle change radicalement la nature du dossier. L'onde de choc persiste bien après la fin des tirs. Le pays comprend qu'une seule nuit a suffi pour tester chaque couche de son architecture étatique. Énergie, communication, défense, opinion. La crise commence vraiment quand le silence retombe. La compréhension technique de l'attaque ne se consolide qu'à travers 3 mesures clés, 3 valeurs qui transforment le chaos en lecture cohérente. Ces chiffres, extraits des rapports du ministère de la Sécurité et des audits numériques d'urgence, constituent l'ossature de l'analyse. Ils permettent de passer d'un récit impressionniste à une démonstration qui éclaire la méthode, les intentions et la vulnérabilité réelle du pays.
Premier indicateur, 18 minutes et 37 secondes. C'est exactement la durée de la coupure électrique initiale avant que les générateurs d'urgence ne reprennent le relais. Cette valeur dépasse largement les interruptions habituelles observées dans la capitale. Elle pointe une intervention volontaire opérée au cœur du système et non une panne fortuite. Les ingénieurs confirment que le réseau a été volontairement déconnecté depuis l'intérieur, ce qui révèle une préparation méticuleuse. La phrase de 10-12, Tugianya, the requirement. Cette durée inhabituelle révèle une action interne impossible à improviser. Deuxième indicateur, chute de 68% du trafic internet sortant. Entre 2H29 et 2H51, les flux numériques s'effondrent tandis que prennent forme 3 trajectoires de paquets cryptés dirigés vers des serveurs situés en Europe. Ce basculement brutal suggère un pilotage extérieur utilisant des relais préconfigurés. Les adresses de rebond correspondent à des entités déjà repérées dans d'autres théâtres de déstabilisation. Jiangyi 10-12 tue. Cette baisse extrême signale un exfiltrage massif opéré à distance. Troisième indicateur, 7 heures et 12 minutes d'interruption bancaire. Dans les 24 heures suivant l'attaque, près de 2,8 millions de dollars restent bloqués dans les circuits internes. Le système interbancaire burkinabé cesse de fonctionner, paralysant paiements, transferts et opérations de clearing. Cette durée, longue et inhabituelle, illustre un enchaînement d'anomalies dans les infrastructures financières. Les experts montrent que les serveurs concernés utilisaient encore des protocoles obsolètes, facilitant l'intrusion initiale. Jiangyi 10-12 tue. Cette interruption prolongée expose des fragilités structurelles longtemps ignorées. À mesure que ces données s'accumulent, Ibrahim Traoré demande un audit complet des infrastructures publiques et militaires. Les résultats confirment une réalité dérangeante. Près de la moitié des systèmes gouvernementaux reposent sur des couches technologiques vieillissantes, incapables de résister à une attaque multiniveau. Cette conclusion n'accuse pas un coupable, mais elle pointe une faiblesse profonde dans la gestion de la sécurité numérique de l'État. Parallèlement, les autorités analysent la propagation fulgurante des rumeurs. En moins de 9 minutes, plus de 200 messages évoquant la chute du gouvernement circulent sur les réseaux sociaux. Même si cette donnée ne figure pas parmi les 3 chiffres clés du dossier, elle éclaire la simultanéité des fronts, matériel, numérique et psychologique. Elle montre comment l'opinion devient une cible à part entière, susceptible de basculer avant même que les autorités ne s'expriment publiquement. Les 3 mesures centrales, temps de coupure, effondrement des flux numériques, paralysie bancaire, dessinent un même schéma. Le Burkina Faso a subi non pas une attaque isolée, mais une opération hybride construite sur l'ajustement précis de plusieurs couches techniques. Le delta entre l'avant et l'après révèle une transformation systémique. Un État en veille technologique se retrouve soudain sous siège numérique. Les chiffres ne racontent pas une nuit, ils révèlent une vulnérabilité stratégique. 2 lectures structurent le débat depuis l'attaque de Ouagadougou et chacune mérite d'être exposée dans sa forme la plus solide. La première soutient que l'opération trouve ses racines dans des tensions internes. Pour plusieurs observateurs régionaux, certaines unités militaires auraient pu profiter d'un moment d'instabilité politique pour tenter un mouvement opportuniste. Les précédents coups d'État dans le Sahel renforcent cet argument. L'histoire récente montre que des ruptures rapides émergent souvent de l'intérieur sans soutien extérieur majeur. Cette hypothèse souligne aussi les rivalités existantes entre factions, l'épuisement institutionnel et la fragilité de la transition en cours. Vu sous cet angle, l'attaque serait un épisode local prolongé par un chaos numérique difficile à contenir. La seconde lecture adopte une toute autre perspective. Pour les experts en cybersécurité et plusieurs diplomates africains, la sophistication technique dépasse largement les capacités des groupes nationaux. Le brouillage ciblé, la synchronisation parfaite entre coupures et explosions, la neutralisation simultanée des communications civiles et militaires, et surtout les fragments de code cryptographiques liés à des infrastructures étrangères constituent un ensemble trop complexe pour un acteur interne isolé. Cette thèse met en avant les
et signatures numériques retrouvées dans les serveurs infiltrés, signatures déjà observées dans des opérations hybrides au Moyen-Orient. Elle rappelle également que les flux financiers suspects détectés les mois précédant l'attaque ne correspondent pas au circuit classique des groupes locaux, mais plutôt à des réseaux transnationaux disposant de ressources étatiques. Face à ces deux récits, la réponse la plus solide émerge de la confrontation des données. Si la lecture interne explique les tensions politiques, elle n'explique ni le niveau technique, ni la coordination multilayer de l'opération. A l'inverse, la piste externe, sans désigner clairement un auteur, correspond davantage aux indices matériels, numériques et logistiques mis au jour après l'assaut. Ainsi, le Stillman des deux positions révèle une convergence implicite. Quelle que soit l'origine immédiate, l'attaque s'inscrit dans un cadre géopolitique où la souveraineté est testée non seulement par les rivalités internes, mais par des acteurs capables de manipuler simultanément terrain et réseau. La bascule survient ici. Au moment où la capitale semble retrouver un calme fragile, une seconde offensive, moins visible mais plus corrosive, s'active sur un autre front, la perception publique. En moins d'une journée, une campagne coordonnée de désinformation envahit les réseaux, accusant le gouvernement d'avoir orchestré lui-même l'attaque. Les messages apparaissent simultanément en plusieurs langues, relayés par des comptes créés la veille. Ce n'est plus une simple crise sécuritaire. C'est une bataille psychologique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une cellule dédiée tente d'identifier les sources. Les premières analyses révèlent des schémas déjà repérés dans d'autres crises africaines. Répétition de mots-clés, diffusion en rafale, synchronisation entre comptes automatisés. Cette mécanique transforme l'incertitude en arme. Le doute devient le projectile central de la seconde vague. L'enjeu n'est plus seulement de rétablir la vérité, mais d'éviter que la recherche de clarté ne déclenche davantage de panique. Entre transparence trop rapide et silence trop long, chaque message officiel risque d'alimenter un récit déjà manipulé. La crise glisse alors vers un territoire instable, celui où l'opinion peut basculer avant même que les faits ne soient établis. Les répercussions de l'attaque se déploient dans cercles concentriques. Elles touchent d'abord l'État, puis l'économie, ensuite les citoyens et enfin l'ensemble de la région sahélienne. Chaque couche révèle un impact différent, mais toutes convergent vers un même constat. La souveraineté est devenue un terrain mouvant, où chaque faille s'amplifie en cascade. 1 niveau État, NN. Les réseaux administratifs s'effondrent durant 48 heures. Plus de 60% des systèmes demeurent inaccessibles, obligeant les ministères à fonctionner sur papier. Les communications diplomatiques sont suspendues. Dans ce chaos, Ibrahim Traoré convoque le Conseil de sécurité nationale et impose une doctrine de transparence contrôlée, informer sans nourrir la panique. L'administration doit réapprendre à travailler en mode isolé, à compartimenter ses flux et à protéger ses propres appareils. Cette réorganisation improvisée révèle à quel point la dépendance numérique de l'État a dépassé ses capacités de défense. 2. Niveau Dohan-Niep, entreprise, DN. Les banques et les opérateurs télécoms subissent les pertes les plus lourdes. En 2 jours, les dommages financiers dépassent les 15 millions de dollars, principalement en raison de l'interruption prolongée des transactions électroniques. Les petites entreprises, privées d'accès au paiement, reviennent à des réseaux de confiance directe fondés sur les échanges immédiats. Cette résilience spontanée montre une économie capable de survivre hors du réseau global, mais souligne aussi son extrême vulnérabilité lorsqu'elle dépend d'infrastructures qu'elle ne contrôle pas. 3. Niveau Nguzen, Citoyens, ND. Dans les rues de Ouagadougou, la peur initiale se transforme rapidement en doute. Les habitants ne savent plus quelles informations croire puisque les fausses vidéos circulent aussi vite que les communiqués officiels. Le risque majeur devient psychologique, une fracture sociale alimentée par l'incertitude. Conscient de cette menace, le gouvernement organise un discours national diffusé par des radios locales indépendantes. Ibrahim Traoré y parle de patience et de vigilance, rappelant que chaque citoyen demeure un acteur crucial de la stabilité. Ce moment marque une inflexion. Le peuple retrouve un rôle, même modeste, dans la défense collective. 4. Niveau Achuvuk, région, KV.
Le choc dépasse rapidement les frontières du Burkina Faso. Le Mali et le Niger renforcent leurs patrouilles, craignant une contagion tactique. L'Union africaine convoque une session spéciale sur la sécurité numérique. Dans l'ombre, plusieurs puissances examinent l'attaque comme un précédent stratégique, sans intervenir ouvertement pour éviter d'exposer leurs propres implications. Le Sahel comprend alors que la bataille du Burkina n'est pas seulement locale. Elle annonce un nouvel équilibre entre sol et code, territoire et réseau, armée et perception. Ces 4 dimensions dessinent une image nette. L'assaut du 14 août n'a pas simplement perturbé une capitale. Il a testé la résistance d'un pays à tous les étages, révélant les forces latentes, les faiblesses profondes et la nécessité d'un modèle de souveraineté plus robuste. Les mois qui suivent l'attaque détermineront la trajectoire du Burkina Faso. Les données réunies jusqu'ici, les vulnérabilités identifiées et les premières réponses institutionnelles permettant de dessiner 3 scénarios plausibles pour les 6 à 12 mois à venir. Chacun repose sur un enchaînement de conditions, mais aucun ne peut être réduit à une simple prédiction mécanique. La souveraineté se bâtit ou s'érode au rythme de décisions quotidiennes, d'alliances prudemment choisies et de signaux faibles interprétés à temps. Scénario 1, base. Stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, les réformes engagées produisent des effets visibles mais limités. Les réseaux sont restaurés par étapes, l'administration retrouve ses capacités principales et les mécanismes de contrôle numérique sont renforcés. Une coopération technique modérée voit le jour avec quelques partenaires africains permettant de combler les failles les plus urgentes. L'économie reprend doucement, même si certaines zones restent fragiles. La menace persiste, mais le pays apprend à fonctionner sous vigilance permanente. Ce scénario n'apaise pas les inquiétudes, mais il évite l'effondrement et installe une résilience minimale. Scénario 2, optimiste, transformation stratégique. Ce scénario suppose une consolidation rapide de l'alliance régionale entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une plateforme commune de veille numérique est créée, réduisant la dépendance vis-à-vis des infrastructures extérieures. Les investissements régionaux dynamisent une économie encore secouée, et l'État modernise ses systèmes en profondeur. Le pays devient alors un laboratoire africain de souveraineté informationnelle, montrant qu'une crise peut être convertie en levier diplomatique et technologique. L'équilibre reste fragile, mais les perspectives s'élargissent. Scénario 3. Worst, spirale d'instabilité. Dans la version la plus critique, les cyberattaques se multiplient, accentuant la perte de confiance interne. Les réseaux restent vulnérables, les puissances extérieures intensifient leurs ingérences, et les tensions politiques se ravivent. L'économie s'enfonce dans la récession, la monnaie locale perd de la valeur, et la centralisation du pouvoir alimente de nouvelles contestations. Le pays devient alors un terrain d'opération géopolitique ouvert, où chaque camp teste ses capacités au détriment de la stabilité nationale. Au-delà des chiffres, des dispositifs techniques et des analyses géopolitiques, l'attaque du 14 août a laissé une empreinte humaine profonde. Pour comprendre l'étendue de la crise, il faut observer ce qu'elle a provoqué dans la vie quotidienne, dans les habitudes, dans la manière même dont les gens perçoivent désormais la sécurité. 3 couches sociales se détachent, chacune affectée différemment, mais toutes réunies par un même sentiment, celui d'avoir traversé une nuit qui a fissuré leur certitude. Dans les quartiers d'Ouagadougou, la coupure totale a laissé un traumatisme durable. Les enfants s'accrochent aux générateurs comme à des phares modernes. Les parents gardent une radio allumée même en pleine journée. Les conversations reviennent sans cesse à la même question. Et si cela recommençait ? Cette anxiété discrète change la manière d'habiter la ville, d'interpréter les silences, de lire les nouvelles. Pour beaucoup, la sécurité n'est plus un décor, mais un travail intérieur quotidien. Pour ceux dont l'activité dépend du réseau, l'attaque a révélé une fragilité qu'ils ne soupçonnaient pas. Les paiements suspendus, les communications interrompues, les messages professionnels bloqués ont montré combien leur autonomie reposait sur des infrastructures qu'ils ne maîtrisaient pas. Certains se tournent vers des systèmes alternatifs, d'autres se forment à la cybersécurité par prudence. Une culture de la vigilance, autrefois marginale, devient une compétence recherchée. Depuis Accra, Abidjan ou Paris, les Burkinabés ont suivi la crise avec une inquiétude amplifiée par la distance. Beaucoup se mobilisent, conseils techniques, soutien financier,
participation à des projets de modernisation. De loin, il mesure la vulnérabilité du pays, mais aussi son potentiel lorsqu'il agit collectivement. Leur engagement devient un relais émotionnel, rappelant que la souveraineté dépasse les frontières physiques. Ces trois regards différents convergent vers une même vérité. La stabilité n'est pas seulement institutionnelle, elle est profondément vécue. Face à une attaque qui a révélé autant de failles que de possibilités d'apprentissage, le Burkina Faso ne peut avancer qu'en suivant une trajectoire lisible, mesurable et partagée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un cadre de réponse en 5 axes se dessine, mêlant urgence opérationnelle et vision de long terme. Ce plan n'a pas vocation à tout résoudre immédiatement, mais à créer une progression stable, où chaque étape consolide la suivante. Axe 1. Sécuriser l'espace numérique. La création d'un centre national de cyberdéfense représente la pierre angulaire de la riposte. Son rôle, surveiller les flux sensibles, détecter les intrusions dès les premiers signaux faibles et intervenir dans les 30 premières minutes. L'objectif mesurable vise une réduction significative des vulnérabilités recensées dans les 6 prochains mois. Axe 2, réformer la gouvernance. Chaque ministère doit établir une chaîne décisionnelle plus courte, publier régulièrement ses dépenses liées à la sécurité numérique et renforcer ses audits internes. Cette transparence contrôlée permet de reconstruire la confiance institutionnelle tout en éliminant les zones opaques exploitées par les assaillants. Axe 3. Diversifier l'économie. Le pays doit réduire sa dépendance aux infrastructures extérieures. La relance de la production agricole et numérique locale, financée par un fonds souverain alimenté par les revenus miniers, constitue une priorité stratégique. Une économie plus ancrée renforce mécaniquement la résilience nationale. Axe 4. Consolider les alliances régionales. Un pacte technologique avec le Mali et le Niger permettrait de construire un réseau commun de veille stratégique. Cette coopération vise à mutualiser les données, partager les alertes et homogénéiser les réponses aux attaques hybrides. Axe 5. Éduquer à la vigilance. Introduire dans les écoles un module cyber-citoyenneté et souveraineté ancre durablement la résilience dans la société. Cette bataille éducative, longue mais essentielle, transforme chaque citoyen en acteur actif de la protection nationale. Ce plan trace une voie, transformer la vulnérabilité mise au jour en compétences collectives. Dans le bunker où le capitaine Sawadogo avait analysé les premières traces numériques de l'attaque, un silence particulier règne désormais. Les écrans fonctionnent, les capteurs veillent, mais l'atmosphère reste marquée par la mémoire de cette nuit où chaque système s'était éteint. Ce lieu, autrefois purement technique, est devenu un symbole discret de lucidité. C'est là que les ingénieurs ont compris que la souveraineté ne se mesure plus seulement en territoire, mais en ligne de code maîtrisée et en réflexe collectif. Ibrahim Traoré y revient régulièrement, non pour célébrer une victoire, mais pour rappeler à ses équipes que la stabilité reste un équilibre mouvant. Rien n'y paraît héroïque, seulement des visages concentrés, des écrans qui s'alignent, et l'idée que la vigilance doit être continue. La capitale se relève peu à peu, les marchés rouvrent, les enfants retrouvent leur insouciance. Pourtant, pour ceux qui ont vécu la coupure, une certitude demeure. Ce pays a traversé une épreuve qui l'a transformé. La salle enterrée, éclairée d'une lumière froide, devient alors un point d'ancrage moral. Tout ce qui y a été observé, calculé ou réparé trace un fil entre le chaos passé et la reconstruction en cours. À la sortie de crise, une évidence s'impose. La stabilité n'est jamais acquise, elle se cultive. Le Burkina Faso avance désormais dans un paysage où chaque geste compte. Une mise à jour logicielle, une information vérifiée, un échange apaisé. Les événements du 14 août ont montré qu'un pays peut vaciller en quelques minutes, mais aussi que la résilience se construit à partir d'actes simples, répétés, assumés par chacun. Dans les marchés, les écoles ou les bureaux, les conversations s'ouvrent davantage. On parle non seulement de sécurité, mais de ce qu'elle exige, de la patience, du discernement, et cette volonté discrète de ne pas laisser la peur dicter le récit collectif. Une souveraineté moderne ne repose plus seulement sur des institutions solides. Elle vit aussi dans les pratiques quotidiennes, dans la manière dont une société choisit de s'informer et de se soutenir.
Si cette crise a quelque chose à offrir, c'est peut-être cette leçon. Un pays se renforce lorsqu'il transforme l'incertitude en occasion de dialogue. Chaque voix devient alors un maillon de la solidité commune.